Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le récit à la première personne un homme tout à fait ordinaire. Un avocat, un père de famille qui voit son monde s'effondrer sous ses yeux. Mais attention, ce n'est pas juste l'histoire de la chute d'une société, non, c'est surtout le récit de sa propre transformation, de sa propre déconstruction. Comment un homme civilisé est forcé de devenir, autre chose. Et cette phrase, elle est absolument centrale. C'est vraiment la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. Elle nous pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui reste de nous en tant qu'individus quand la grande histoire déferle comme ça, comme un tsunami? Comment fait-on pour rester soi-même quand le monde autour de nous a perdu la tête, quand les règles du jeu ont complètement changé? Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a un avocat, un père de famille, quelqu'un qui se décrit lui-même comme inoffensif, vraiment. Et de l'autre, ce qu'il va devenir. Un tueur, un guerrier, un survivant. Le contraste est saisissant, non? On se dit que le fossé entre les deux est immense, ininfranchissable. La question c'est comment? Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? C'est tout l'enjeu de ce récit. Et pour comprendre ce changement radical, il n'y a pas le choix, il faut se plonger directement dans la brutalité de sa nouvelle vie. Le récit ne prend pas de gants, il nous jette au cœur de la guerre personnelle de cet homme qui se pensait inoffensif. Et c'est ça, toute l'ironie tragique de son histoire. Il le dit lui-même, il est impropre au combat. C'est un homme de mots, de lois, pas un homme d'action, pas un soldat. Sauf que voilà, la réalité s'en moque. Elle va le forcer à devenir tout son contraire, à faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginées, juste pour survivre. La scène qui suit est glaçante. On le voit fabriquer une arme artisanale, un cocktail Molotov. Et c'est décrit avec un calme, une méthode qui fait froid dans le dos. Il prend l'une de ses plus belles chemises, vous savez, le symbole de sa vie d'avant, de l'avocat, et il en fait la mèche d'une arme mortelle. Chaque geste est précis, presque mécanique. La question qu'on se pose, c'est mais d'où il sort ça? C'est comme si un instinct primaire, un instinct de survie qu'il ne se connaissait pas, venait de se réveiller brutalement. Et là, c'est le point de non-retour, l'instant où tout bascule. L'explosion, cette orbe mortelle, ce n'est pas juste le bruit de la détonation, c'est le bruit des cris. D'abord les cris de ses ennemis qui brûlent vifs, et puis, et c'est ça le plus terrible, les cris de ses propres enfants qui assistent à la scène. À cet instant précis, la violence a cessé d'être une idée abstraite. Elle vient de s'inviter chez lui, au cœur de sa famille. Ok, mais comment est-ce qu'on en arrive là? Comment toute une société peut-elle s'effondrer à ce point? Pour répondre à ça, le narrateur nous fait faire un bond en arrière. Il nous ramène à l'avant, pour nous montrer les petites fissures, presque invisibles, qui existaient déjà sous la surface de cette société qui semblait pourtant si calme. Et il pointe du doigt un paradoxe qui fait réfléchir. On a affaire à une société qui a tout pour être heureuse, mais qui passe son temps à se plaindre. Pour des bêtises, des broutilles, un train en retard, un fruit un peu abîmé. Et pour le narrateur, c'est ça le problème. Cette mollesse de la vie civilisée, cette espèce d'insatisfaction permanente, ça a créé un vide. Un immense vide. Et on sait ce qui se passe quand il y a un vide. La haine s'y engouffre. Il décrit ça presque comme un diagnostic médical, les symptômes de la maladie qui rongeait sa société. C'est une lente escalade. Les petites moqueries se transforment en hurlements de haine. Le débat d'idées, lui, il disparaît pour laisser la place à une machine à fabriquer des ennemis. On voit la boussole morale du pays qui se met à tourner dans tous les sens. Et petit à petit, l'inacceptable devient normal. Le poison, en fait, il était là bien avant la première explosion. Lui, en tant qu'avocat, il était aux premières loges. Il voyait les fondations mêmes de la loi, ce qui est censé nous tenir tous ensemble, se fissurer. Il voyait les piliers s'effriter un par un. Mais le plus effrayant, c'était ce sentiment que tout le monde sentait, bien que quelque chose n'allait pas, que le bateau coulait. Mais personne ne comprenait vraiment ni pourquoi, ni comment faire pour l'empêcher. Et voilà, le point de rupture est atteint. À partir de là, le récit nous embarque dans un voyage, une sorte de road trip, mais à travers un pays en ruine. Et les ruines des bâtiments, finalement, ne sont que le miroir de la ruine des gens eux-mêmes. Et au milieu de tout ce chaos, il y a cette vision, on dirait de la science-fiction. C'est le royaume. En gros, les plus riches n'ont pas essayé de réparer les choses. Non, ils ont fait sécession. Ils se sont construits une forteresse, une bulle parfaite et climatisée, et ils ont laissé le reste du pays brûler. Ce n'est même plus une fracture sociale à ce niveau-là, c'est un véritable divorce. Et c'est là qu'il a une prise de conscience. Peut-être l'une des plus troublantes de tout le récit. En observant les autres gens qui fuient, comme lui, il réalise un truc terrible. Le danger ne vient pas seulement de ceux qui sont violents. Non, il vient aussi
des inoffensifs. Parce que leur silence, leur passivité, leur lâcheté, eh bien c'est ça qui autorise la violence à prospérer. Le pays qu'ils traversent n'existe plus vraiment. C'est devenu une espèce de patchwork de zones de peur. Le passé, l'histoire avec un grand H, est littéralement en train d'être effacée. Des monuments historiques sont détruits. Les tribunaux n'existent plus, ils ont été remplacés par des fusils. Les vieilles rancunes de quartier se règlent à la Kalachnikov. En quelques mois à peine, la civilisation a fait un bond en arrière de plusieurs siècles. Mais survivre physiquement, c'est une chose. Il y a un autre coup, un coup moral, qui est bien plus lourd. Et là, le récit nous ramène à l'intime, au cœur de son drame personnel, ce qu'il lit, ou plutôt ce qu'il ne lit plus, dans le regard de ses enfants. Et la scène est poignante. Il le dit. Dans les yeux de sa fille, il cherchait le reflet de l'humanité qu'il sentait avoir perdue. C'était son miroir. Mais après l'attaque, après ce qu'elle l'a vu faire, elle ne le regarde plus. Le miroir s'est brisé. Il comprend qu'à ses yeux, il n'est plus seulement son père, il est devenu un monstre. Alors, que faire, que dire? Comment un père peut-il expliquer à sa fille qu'il est devenu monstrueux justement pour la sauver? C'est un paradoxe insoluble, une question qui le ronge de l'intérieur. Et la seule justification qu'il trouve à lui donner, elle est d'une simplicité désarmante, presque enfantine. Il lui murmure « Ils étaient méchants, ma puce. Ils étaient très méchants. » Il réduit toute la complexité de l'horreur à un conte de fées, avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. C'est sans doute la seule manière pour lui de se justifier et peut-être la seule manière pour elle de l'accepter. Le parcours de cet homme est le sien, bien sûr, mais les questions qu'il soulève, elles, sont universelles. Que deviendrait-on, n'importe qui d'entre nous, si les fondations de notre société venaient à s'écrouler du jour au lendemain? Et c'est là qu'il fait un aveu absolument terrifiant. Il assiste à la prise du pouvoir par la foule. Et il est horrifié par cette fureur meurtrière. Mais en même temps, il est fasciné. Il avoue qu'une partie de lui a envie de se joindre à la foule, de se dissoudre dans cette violence collective. Comme la preuve que même l'être le plus civilisé a ça au fond de lui. La chute du tyran se fait à l'image de tout le reste. C'est rapide, c'est brutal, c'est sauvage. L'homme qui était tout-puissant la veille est traqué pièce par pièce comme un animal. Et il est exécuté sans la moindre forme de procès. Ça montre bien à quel point le pouvoir est fragile. Une fois que le vernis craque, il ne reste plus qu'un homme, nu, terrifié. Et on arrive à la conclusion finale qu'il tire de toute cette épreuve. Et c'est peut-être la plus sombre de toutes. Pour lui, il y a des moments où l'histoire devient une force inéluctable, une machine qui avance et qui écrase tout. Cette vérité de l'histoire, comme il l'appelle, elle ne laisse plus de place pour les choix, pour les alternatives. Le libre arbitre, à ce moment-là, n'est plus qu'un lointain souvenir. Ce qui nous amène à cette dernière question, une question qui sort du livre pour nous regarder droit dans les yeux. À partir du moment où une société arrête de débattre pour se mettre à hurler, à partir du moment où elle préfère s'inventer des ennemis plutôt que de chercher des solutions, est-ce que la fin de l'histoire n'est pas, d'une certaine manière, déjà jouée d'avance? La question reste posée.